Si une infraction est théoriquement impossible à réaliser, mais qu'elle est néanmoins considérée comme une infraction, peut-on être jugé pénalement pour ça? Hello tout le monde, je vais encore vous mettre face à une situation assez complexe, mais qui existe bel et bien dans l'univers de la criminologie. D'ailleurs, que ce soit en psychologie ou en criminologie, les mots employés ont leur importance, surtout lorsqu'il s'agit de donner des définitions à des concepts théoriques et qui du coup ont leur influence dans la pratique. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler de la théorie des infractions impossibles, et plus particulièrement un cas d'infraction impossible, parce que oui, il y en a quand même quelques-uns dans cette catégorie. Ce que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est spécifiquement une question de droit pénal, et c'est à travers un cas de fait divers que j'aimerais vous exposer le sujet du jour, que nous allons par la suite décortiquer ensemble dans la deuxième partie de cette vidéo, la partie la plus théorique. Ce fait divers n'a pas été très médiatisé dans la presse francophone, mais je suis sûre qu'il existe quelque part un épisode d'une série qui s'est basée sur ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et donc cet épisode risque d'être un peu plus court que les autres, car qui dit peu médiatisé, dit peu d'informations, mais ce n'est pas grave, car ce que vous voulez, c'est découvrir et comprendre ces notions en criminologie qui vous intriguent tant. Et donc on se retrouve tout de suite après le générique, mais avant ça, laissez-moi vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un qui est déjà mort? Hello tout le monde, bienvenue sur Angle Mort, la chaîne qui a pour mission de vous éclairer sur les affaires criminelles qui vous captivent. Moi c'est Psychopose Zeka et je suis formée en psychologie légale, criminologie et victimologie. Si vous vous êtes déjà posé la question du pourquoi dans le true crime, alors cette chaîne est faite pour vous. Nietzsche disait, si vous regardez longtemps au fond des abysses, les abysses vont au fond de vous. Alors, prêt à plonger votre regard au fond des abysses? C'est parti. Notre affaire du jour débute aux premières heures du 22 mars 2014, donc dans la nuit du 21 au 22, en Australie. La police est appelée par une personne inconnue à ce stade, qui déclare qu'un meurtre a eu lieu dans une des maisons situées dans la banlieue de Melbourne. Lorsque les agents arrivent sur les lieux vers 2h23 du matin, cette personne qui les a appelés leur ouvre la porte et dirige les policiers vers la cuisine. Là, ils découvrent un corps inanimé sur le sol enveloppé d'un drap noir. La victime s'appelait Raphaël, il avait 31 ans, et il est décédé suite à des coups de feu tirés au niveau de la tête. Cette autre personne qui se trouve aussi sur la scène de crime, c'est Dennis. Et Dennis a 39 ans et il avoue être le tueur. Après ses aveux, il est immédiatement arrêté et emmené au poste de police pour y être interrogé. Dennis ne cesse de dire que la mort de Raphaël est un tragique accident. Les hommes se sont disputés apparemment pour une arme à feu et celle-ci s'est malencontreusement déchargée en visant Raphaël, le touchant à la tête. J'ai un petit extrait écrit de l'échange entre Raphaël et le policier au moment de son interrogatoire, et je vais vous le lire, comme ça vous aurez les éléments d'information qu'il donne pour se justifier. Donc, voici ce qui se dit au cours de l'entretien, et on débute directement cette partie de l'interrogatoire après le coup de feu. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, je ne pouvais pas, je ne savais pas quoi faire, je ne voulais pas que le mec souffre, alors je lui ai encore tiré dessus, parce qu'il n'était pas mort. Et que s'est-il passé alors? Je ne sais pas. Je suis allée dans la chambre et j'ai trouvé d'autres balles et je lui ai encore tiré dessus pour l'empêcher de souffrir. Ok, donc quand vous lui avez tiré dessus une deuxième fois, vous dites que c'était pour qu'il ne souffre pas. Parce que je ne savais pas s'il était vivant ou mort. Au total, la victime a reçu 3 balles dans la tête. À ce stade, Dennis est totalement sûr que sa victime est finalement décédée et après avoir pris conscience de ce qui venait se passer, il décide d'appeler la police. Là, Dennis passe de la garde à vue à la case prison où il attend son jugement et il est renvoyé à la Cour suprême du Victoria, qui est apparemment le plus haut tribunal du Victoria et qui s'occupe principalement des grandes affaires comme les affaires de meurtre. Alors quel est le verdict? Coupable? Non coupable? Vous vous doutez bien que si j'en parle aujourd'hui, c'est que la réponse n'est pas si simple que ça et qu'il y a de quoi débattre. Alors je vais vous donner une première partie de réponse. Dennis est déclaré non coupable. En fait, il est déclaré non coupable de meurtre. Et là, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler que le meurtre, c'est le fait de donner la mort à quelqu'un volontairement, mais qui est aussi différente de l'assassinat, qui est de donner la mort volontairement, mais préparée à l'avance, donc préméditée. Donc Dennis est reconnu non coupable de meurtre, mais il ne s'en tire pas facilement pour autant, car il est reconnu coupable pour tentative de meurtre. Je continue le récit et vous allez comprendre la logique après. Au cours de son procès, on aura quelques éléments d'information qui tendent à cette décision. Premièrement, son avocat déclare que son client était ivre au moment des faits, ce qui implique que Dennis pensait que Raphaël était presque mortellement blessé et qu'il lui a tiré une balle dans la tête pour abréger ses souffrances.
On apprendra aussi au procès que Denis a eu un entretien avec une experte psychologue et Denis a déclaré au moment des faits qu'après le coup accidentel, il agissait un petit peu comme un robot. Ici, Denis décrit certains symptômes qui, moi, me font penser à la sidération psychique que l'on attribue généralement aux victimes de violences, mais il faut savoir que les symptômes de sidération vont au-delà de l'incapacité à bouger. La sidération peut pousser une personne à agir de façon inadéquate par rapport à une situation, voire même à adopter des comportements dangereux. On retrouve aussi un état de dissociation par rapport à l'événement vécu et aussi des troubles de récupération de la mémoire, et on peut avoir aussi d'autres troubles psychologiques, d'autres troubles traumatiques qui sont associés à la sidération. Denis a encore affirmé que la victime tremblait comme s'il faisait une crise d'épilepsie. Il dira à l'expert psychologue « J'ai commencé à paniquer, je ne savais pas quoi faire. Il tremblait, je me sentais désolée pour lui. » Là, il est resté quelques minutes à réfléchir à ce qu'il allait faire par la suite, et pour une raison quelconque, il a décidé de lui tirer encore une fois dessus. Toujours en précisant « Je ne savais pas s'il était mort ou vivant, alors je lui ai tiré dessus 2 fois. J'aurais aimé que cela ne soit jamais arrivé. » L'équipe de la défense a aussi fait appel à un expert médical qui lui a suggéré que les contractions et les secousses du corps de la victime pouvaient être des impulsions nerveuses dans un corps qui était déjà cliniquement mort, d'où cette impression de vie après avoir reçu une balle en pleine tête et les tremblements. C'est un phénomène que vous avez déjà pu observer chez les animaux, par exemple dans un contexte particulier qu'est la chasse ou dans les films d'horreur. Et c'est justement sur ce dernier point que l'avocat de Denis va insister. Si la victime était déjà décédée au premier coup de feu, comment est-ce possible que son client puisse être accusé de meurtre? Et c'est là qu'on rentre encore une fois dans la complexité du droit pénal. Bon, vous l'avez compris, maintenant le sujet du jour concerne le meurtre sur cadavre. Et si vous êtes des étudiants en droit, vous connaissez bien le sujet. Alors comment peut-on tuer une personne qui est déjà décédée? Ce genre de cas est tellement particulier et exceptionnel qu'il entre dans la catégorie des infractions impossibles en droit pénal. Et par définition, une infraction impossible, c'est une infraction qui, malgré les actes délictueux ou criminels de l'auteur envers une victime, ne peut aboutir au résultat recherché à cause d'éléments externes qui ne sont pas contrôlés par l'auteur. Et dans notre cas du jour, l'infraction impossible, c'est le fait qu'une personne soit déjà décédée lors de la commission d'un crime. Et en droit pénal, c'est ce qu'on appelle l'impossibilité de droit. Car pour commettre un meurtre, il faut que la victime soit en vie. Ok, on comprend pourquoi Denis ne peut pas être reconnu coupable du meurtre, mais pourquoi c'est la tentative qui est retenue ici alors? Eh bien, encore une fois, selon le code pénal, une tentative, c'est une infraction qui est partiellement réalisée. Et il faut 2 conditions pour valider la tentative. D'abord, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution, et ensuite, il faut qu'il y ait un désistement involontaire de l'auteur. Et là, on dit que l'infraction n'est pas consommée. Pourtant, la volonté de tuer, elle est bien présente. Et c'est ça justement que le code pénal veut condamner. Ce n'est pas l'acte en lui-même qui est du coup impossible à réaliser et donc non punissable par la loi, mais c'est l'aspect moral de l'acte en lui-même qui va être retenu. Et c'est comme ça qu'une infraction impossible devient une tentative. Cette logique existe en droit pénal depuis 1986 et elle s'appelle l'arrêté Perdereau. L'affaire Perdereau est bien connue des étudiants en droit et si vous ne la connaissez pas, elle décrit les faits suivants. Lors d'un affrontement entre 3 personnes, 2 se battent violemment tandis que la 3e personne reste en retrait. Une de ces 3 personnes décède suite à diverses violences dont il a fait l'objet au cours de cet affrontement. L'auteur de ce crime assomme la victime à coups de barre de fer et l'empêche de respirer en positionnant la barre sur le cou de la victime et en pesant de tout son poids jusqu'au décès. Le lendemain, la personne qui était restée en retrait, il s'agit de M. Perdereau, pensant que la victime était toujours en vie, va entreprendre de l'achever. De ce fait, lorsqu'il retrouve la victime laissée à la même place que la veille, il lui assène des coups de bouteille sur le crâne, puis l'étrangle avec un lien torsadé, sans savoir que la victime était déjà décédée. Plus tard, l'autopsie de la victime fera apparaître que les violences infligées par l'auteur du crime, donc par le vrai auteur du crime, a suffi à causer sa mort. S'ensuit alors la même logique que notre affaire australienne du jour, impossible de tuer une personne qui est déjà décédée. Alors je vous passe tous les détails juridiques de cette loi, mais cette affaire a conclu à l'arrêté Perdereau dans le code pénal et qui précise « à supposer que X, croyant Y encore en vie, ait exercé sur lui des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe que pour soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendamment de la volonté de l'auteur et l'édit de violence caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal. »
Donc en fait, ça veut dire qu'il y a 3 conditions requises pour qu'une infraction impossible devienne punissable par la loi. Premièrement, on a un commencement d'exécution avec une intention meurtrière qui est bien présente. Ensuite, l'infraction est elle-même punissable par la loi, puisqu'il s'agit d'un crime. Et enfin, on a l'absence de désistement volontaire de la part de l'auteur, étant donné que la victime était déjà décédée. Et notre affaire australienne du jour colle parfaitement avec cette théorie. D'ailleurs, dans le procès de Dennis, les éléments qui sont retenus pour justifier la condamnation de Dennis sont les suivants. Malgré les résultats médico-légaux indiquant que la victime était déjà décédée au moment de ces 2 coups de feu, malgré qu'il est impossible de déterminer qui ou ce qui a déclenché le tir sur la victime, malgré que Dennis ne puisse pas être reconnu coupable du meurtre de Raphaël, malgré l'état de choc de Dennis qui l'a poussé à agir de façon irrationnelle, le juge déclare l'accusé coupable en raison de l'intention criminelle qui était bien présente. La cour reproche à Dennis le fait qu'il n'ait pas essayé de sauver la victime, soit en appelant les secours ou en l'emmenant directement lui-même à l'hôpital. Non, à la place, il a visé et tiré. Au cours du procès, le juge a aussi évalué les perspectives de réhabilitation de Dennis comme étant limitées, car même si ce dernier a regretté son geste, il n'a apparemment montré aucun signe de remords, soit à l'encontre de la victime ou à l'encontre de la famille des victimes. En conclusion, lors de son procès en octobre, Dennis a été acquitté de l'accusation qui est une infraction impossible, mais le jury l'a reconnu coupable de tentative de meurtre et a encouru une peine d'emprisonnement de 8 ans. À l'heure actuelle, Dennis doit être libre, il a dû réintégrer la société, mais avant ça, je pense qu'il a dû faire un transfert en hôpital psychiatrique sécurisé et qu'il a pu quitter cet établissement psychiatrique sous condition. J'ai encore une dernière question à vous poser. Savez-vous ce qui aurait changé si les auteurs des faits avaient déjà pris connaissance que leur victime était déjà décédée lors de leur passage à l'acte? Si M. Perdereau et notre tueur australien savaient pertinemment que les victimes étaient déjà décédées, mais avaient quand même choisi de commettre ces actes à leur rencontre, alors là, on passe dans une autre loi qui stipule que ces auteurs ont commis un délit et non un crime, celui de l'atteinte à l'intégrité d'un cadavre, qui, elle, est justement punissable par la loi. Pour info, ce type de délit entraîne, en théorie, une peine d'emprisonnement de 1 an et d'une amende de plus de 10 000 euros. Et c'est ainsi que s'achève notre épisode du jour. Si le sujet vous a intéressé et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors c'est que ma mission a été remplie et qu'il est temps pour nous de se dire au revoir. Et oui les amis, je sais que le temps passe vite lorsqu'on est passionné, mais ne vous en faites pas, on se retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas d'extraire votre regard du fond des abysses. C'était Psychopos DK. Ciao!